Non, la France n'a pas un problème d'eau, la France a un problème de mentalité. On va voir ce que ça veut dire ensemble. Ensuite, au sommaire de cette actu chargée, une de mes entreprises a été salement attaquée. On lui a fait un coup pendable. Vous allez voir, c'est un thriller, voilà, un super film de suspense et ça m'a coûté un bras. On va voir également de quoi il s'agit et finalement, je vais vous montrer ce que je fais pour éclater sa face à l'inflation. Tout ceci dans l'actu chargée. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, on a entendu parler de, vous savez, Sandrine Rousseau s'était rendue sur les lieux, etc. Il y avait des genres de zadistes qui pétaient des bassines. Donc, on avait vu un petit peu d'agitation, de conflits, etc. De mecs qui pétaient des infrastructures financées par de l'argent public. Et les médias avaient pas trop couvert ça. Enfin, voilà, si on suivait l'affaire de loin, ça ressemblait à des résistants qui résistaient contre, je sais pas quoi, le capitalisme ou j'en sais rien. On va remettre un petit peu de contexte à tout ça. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez le territoire qui se réchauffe un petit peu. Donc, vous commencez à avoir des sécheresses plus récurrentes. La question, c'est est-ce qu'on a suffisamment d'eau? Est-ce qu'on a suffisamment d'eau? Est-ce qu'on va avoir suffisamment d'eau? La réponse est oui, largement. On a largement suffisamment d'eau pour pouvoir continuer d'avoir une agriculture prospère et en plus une agriculture encore plus prospère qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il n'y a absolument aucun problème, on a juste un problème de mentalité. Et donc ce qui est chouette, c'est que le point a commencé à couvrir un petit peu cette histoire, donc je vous invite à regarder ça. Quelques chiffres qui sont intéressants, la France recycle très peu l'eau. Donc regardez, la France recycle 0,6% de l'eau, à comparer par rapport à l'Espagne, par rapport à l'Italie, par rapport à Israël. Voilà, donc ça veut dire que, évidemment, en fait, tous les problèmes de la France viennent du fait qu'on a un millefeuille administratif, et donc dès qu'on veut créer quelque chose, l'initiative privée a beaucoup de mal à se développer, ça coûte extrêmement cher, il y a des impôts dans tous les sens, il faut obtenir un tampon par 7 bureaux différents, et moi je trouve le truc le plus fou, c'est qu'on est dans une situation où peut-être c'est pas absolument impossible que les niveaux de la mer augmentent un petit peu au cours de ce siècle. Donc d'un côté, on a une question de problème d'eau, d'un autre côté, on a de l'eau qui va arriver, et je ne comprends pas qu'on n'entende pas plus d'ingénieurs pour nous expliquer, voilà, ça va être facile, on va commencer à créer des systèmes de plus en plus efficaces de désalinisation, on va profiter du fait que l'eau monte pour pouvoir mieux irriguer, enfin voilà, il y a quand même plein de trucs à faire, mais les ingénieurs qu'on entend le plus, c'est plutôt en mode, oui, on va planifier la décroissance, donc vraiment le truc le plus idiot qu'on puisse imaginer, parce que évidemment que pour affronter un changement climatique, il faut y aller en étant riche et en étant créatif, et eux ils veulent réinventer l'URSS quoi. On va réinventer l'URSS, on va faire des plans quinquennaux, le truc qui appauvrit tout le monde et qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, en tout cas sachez que le problème de l'eau peut être réglé, il peut être réglé si on se débrouille pour récupérer plus d'eau et si on se débrouille pour irriguer plus et irriguer mieux. Regardez mais c'est normal en fait parce que la France n'était pas tellement un pays du sud, c'était un pays qui était habitué à avoir des précipitations abondantes tout au long de l'année sur tout le territoire, et on se rend compte qu'on est un pays qui irrigue très peu par rapport à nos autres voisins du sud. Même quand on compare par rapport aux Pays-Bas, mais les Pays-Bas c'est parce ça fait très longtemps qu'ils ont optimisé leur territoire, c'est une nation qui est beaucoup plus industrieuse que nous. Mais ça c'est juste pour vous montrer en fait la marge de manœuvre qu'on a. On a une immense marge de manœuvre parce qu'on a beaucoup plus d'eau que des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc. Et on pourrait l'exploiter bien mieux que ça. Et donc c'est dans ce contexte qu'il faut regarder ce qui s'est passé avec les genres de zadistes qui pétaient des bassines. C'est ça qui s'est passé. Vous avez les bassines dont on parle, c'était des bassines dont la fonction était quand les nappes phréatiques sont pleines. Une fois que les nappes phréatiques sont pleines, on fait un système où l'eau est reversée dans des immenses bassines, et ces immenses bassines peuvent être utilisées pour irriguer les cultures dans les périodes où les agriculteurs ont besoin d'arroser les fruits pour pouvoir fabriquer la production alimentaire. Et vous avez des mecs comme ça, donc des espèces de zadistes chelous qui, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être parce qu'ils sont anticapitalistes, peut-être parce qu'ils n'ont pas grand-chose à faire, qui décident de péter ça. Donc c'est nuisible à deux niveaux. C'est nuisible d'une part parce que ce qu'ils pètent, c'est de l'argent public, donc ils ne comprennent pas qu'il y a un lien entre le fait qu'ils ont besoin d'argent public pour financer leur RSA et le fait que ce serait quand même une bonne idée de pas gaspiller l'argent public pour... là, ils sont en train de se détruire leur RSA à venir, mais je pense qu'ils n'ont pas une capacité à planifier, ils n'ont pas une capacité à se projeter dans l'avenir, et c'est idiot parce qu'ils sont en train de casser des solutions qui
sont mises en œuvre pour régler le problème de l'eau. Donc je vous invite vraiment à regarder ce dossier. Ça, pour une fois qu'il y a des journalistes qui font le travail, c'est quand même assez chouette. Donc vous irez voir ça. Mais donc vraiment le message qu'il faut retenir, c'est que sur ce problème, la France n'a pas un problème d'eau, la France a un problème de mentalité. Et sur la plupart des problèmes, c'est la même chose. Si vous prenez le problème des retraites par exemple, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la retraite par répartition, c'est quelque chose qui nous appauvrit, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Emmanuel Macron, vu qu'il a ce vieux terrain socialiste, il n'imagine pas un monde sans la retraite par répartition, et donc il essaie tant bien que mal de sauver ce système, alors que évidemment la solution évidente, ce serait de passer une retraite par capitalisation, parce que comme la retraite c'est quelque chose, enfin voilà, on a un horizon de 30 ans, de 40 ans pour préparer notre retraite, donc si on commence à investir, au lieu de financer une pyramide et que notre argent ne travaille pas pour nous, chacun est incité à capitaliser, chacun est incité à investir, et le problème est réglé, voilà, on s'enrichit, mais encore une fois, on n'a pas un problème d'argent pour financer les retraites, on a un problème de mentalité. Alors, ceci étant posé, on va attaquer la deuxième nouvelle. Donc, vous savez que j'ai une position dans Arbor Realty Trust, et donc regardez ce qui s'est passé. J'ai commencé à construire ma position dans cette entreprise à ce niveau-là, et depuis ce niveau-là, l'entreprise s'est fait complètement éclater, et donc ça a eu des conséquences concrètes. Regardez ça, c'est un des comptes sur lesquels j'ai ma position dans Arbor Realty Trust. Vous voyez, ça c'est mon prix moyen. Mon prix moyen est aux alentours légèrement en dessous de 15 balles, et aujourd'hui il est plutôt aux alentours de 11,50, donc ça veut dire que j'ai fait moins 24%. J'ai fait moins 24%, et donc vous voyez, tout le marché s'est cassé la figure, hein. Vous voyez, il y a seulement Microsoft où je suis en plus-value sur ce portefeuille, et vous voyez, VC s'est cassé la figure, Mastercard s'est cassé la figure, Disney s'est cassé la figure, et si vous voulez 6-7%, c'est normal. C'est normal quand on a commencé à construire un portefeuille il y a quelques semaines, c'est normal d'avoir cette moins-value parce que le marché s'est cassé la figure. Mais donc vous voyez que j'ai une position qui s'est cassé la figure beaucoup plus que le marché. Pourquoi ? Et donc j'ai mené ma petite enquête et j'ai compris ce qui s'était passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que vous avez une entreprise en tout cas des gens qui se présentent comme un cabinet de recherche et d'analyse. Il s'appelle Ningi. Enfin je sais pas trop comment ça se prononce, c'est une entreprise en fait, quand on creuse on sait pas très bien où elle est immatriculée, c'est très difficile de savoir ce que c'est, et en fait ils ont fait un rapport en disant en fait Arbor a publié des bons résultats mais ces résultats sont complètement faux, leur portefeuille est composé de crédits pourris pour financer des projets pourris, etc. Donc ils ont également accusé Arbor Realty Trust de truquer les comptes, et donc ils ont financé un petit peu la pub pour que leur rapport soit vu par beaucoup de monde, et donc c'est ça qui explique que le cours de l'action se soit cassé la figure. Alors quand on regarde plus en détail, ce qui est assez marrant, c'est que cette boîte qui s'appelle Ningi Research avait des positions short sur Arbor Realty Trust, donc ça veut dire qu'ils gagnent de l'argent quand le cours de cette entreprise baisse. Et en fait, quand vous regardez un petit peu dans le détail, on se rend compte que le rapport qu'ils ont publié est fantaisiste, et d'ailleurs Arbor Realty Trust a publié un communiqué pour dire mais non mais les mecs, on est une entreprise cotée, on est une entreprise, on respecte nos obligations comptables, enfin voilà, je crois que c'est par Ernst Young ou un truc comme ça, enfin en tout cas comme toutes les grosses boîtes cotées, ils font valider leurs comptes par un processus qui est plutôt transparent. Évidemment, vous pouvez avoir des fraudes, vous pouvez avoir des entreprises qui truquent leurs comptes, mais là, en l'occurrence, ce qui semble bien, c'est que vous avez une entreprise qui a décidé d'attaquer Arbor Realty Trust pour pouvoir se faire de l'argent avec des positions short. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'attaquer Arbor Realty Trust ? Parce que, en fait, quand vous regardez la composition de l'actionnariat de Arbor Realty Trust, vous avez une petite partie d'investisseurs institutionnels et vous avez une immense partie d'investisseurs particuliers. Voilà, c'est ça. Vous avez 40% d'investisseurs institutionnels et 60% d'investisseurs particuliers, de petits porteurs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comparer comme ils le font avec Realty Income. Une boîte comme Realty Income, vous avez 81% d'institutionnels. Donc, pourquoi c'est intéressant d'attaquer une boîte comme Arbor Realty Trust ? C'est parce que si vous publiez un rapport comme ça, un petit peu à l'arrache, pour dire, ouais, ils ont
ont carotté leur compte, etc. Bah, les investisseurs institutionnels, ils sont capables de faire une due diligence. Ils ont des moyens de se dire, ouais non, en fait ils délirent, c'est n'importe quoi. Ils sont, quand ils prennent des positions, ils sont capables de faire des recherches, ils sont capables de choper l'information, etc. Alors que les investisseurs particuliers, ils sont très sensibles à ce genre d'informations. Ils ont tendance à céder au mouvement de panique, et donc ça nous amène à une deuxième question. Pourquoi est-ce que ces entrepreneurs qui se sont fait du fric en shortant Arbor Realty Trust ont attaqué maintenant? Eh bien, ils ont attaqué maintenant parce que vous avez une panique en ce moment. Vous avez eu le scandale FTX, vous avez la Silicon Valley Bank qui s'est cassé la figure, et donc si vous commencez à faire peur aux gens en leur disant, bah regardez, c'est le prochain sur la liste, ça va se casser la figure, ils réfléchissent pas, ils vendent, ils se cassent. Et donc c'est ça qui s'est passé avec Arbor Realty Trust manifestement. Vous avez des petits entrepreneurs qui ont créé un faux cabinet d'analyse, qui ont shorté les positions et qui ont communiqué pour faire baisser le cours. Donc c'est bien joué, c'est très bien joué. Alors évidemment, moi je m'avance un peu, je pense que leur rapport est complètement fantaisiste, parce que, enfin voilà, quand vous regardez un petit peu dans le détail, leur entreprise d'analyste, c'est quelque chose qui est, enfin c'est immatriculé absolument n'importe où, leur site est plein de fautes, donc on sent vraiment que c'est quelque chose qui a été fait à l'arrache. On ne comprend pas pourquoi ils auraient accès à des informations vu que personne les connaît, mais en tout cas, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour renforcer ma position, parce que si là, leur petite blague m'a fait perdre de l'argent à court terme, la conséquence également, c'est que on a un rendement maintenant sur cette entreprise qui est à 14,30%. Donc c'est génial en fait. Vu que c'est une entreprise qui est là pour être la partie rendement de mon portefeuille, bah, j'ai profité pour renforcer, enfin voilà, bénéficier d'un dividende à 14,30%, alors que les fondamentaux de l'entreprise n'ont pas changé, c'est quand même très sympa. Donc voilà, je pense que dans les prochains jours, je vais en profiter pour pouvoir me renforcer. Vous faites ce que vous voulez, évidemment, je vous dis pas que c'est une bonne idée, parce que si une entreprise est sensible à ce genre d'attaque, voilà, ça veut dire qu'elle est quand même fragile, ça veut dire qu'elle est petite, parce que, enfin voilà, faire tanguer comme ça, si des petits mecs indépendants sont capables comme ça de faire tanguer le cours en bourse d'une boîte, bah vous savez que vous êtes susceptible de faire le yo-yo, mais moi je vais continuer à renforcer ma position là-dedans, et j'ai profité d'un rendement comme ça parce que c'est quand même très chouette. Alors finalement, vu qu'il faisait beau aujourd'hui, j'ai continué à travailler sur mon plan anti-inflation. Qu'est-ce que c'est que mon plan anti-inflation? C'est devenir producteur d'une partie plus importante de ma nourriture. Donc ce que j'ai fait, c'est que vous savez, hein, j'ai mon mimosa qui s'est cassé la figure il y a quelques mois, et donc petit à petit je le débite en tranches. Il y a une partie que je vais utiliser pour avoir du bois, notamment de cuisson, mais aussi du bois pour pouvoir faire chauffer mon sauna le jour où j'aurai un sauna au feu de bois, parce que c'est quelque chose qui va finir par arriver. Et le reste, je le débite en tout petits morceaux. Je le broie pour pouvoir pailler au pied de mes arbres fruitiers. Et donc ça, normalement, ça a 3 avantages de ce que j'en ai compris. D'une part, ça permet de nettoyer le pied. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres trucs qui poussent, il n'y a pas de mauvaises herbes, même si bon, le terme de mauvaises herbes, c'est relatif. Et voilà, je suis chez moi. Je suis chez moi, et donc j'ai envie de faire pousser des trucs qui sont productifs, dans le respect de la biodiversité. Calmez-vous les mecs de la permaculture, évidemment qu'il va y avoir des petits morceaux de nature dans mon territoire. Enfin voilà, il va y avoir des fleurs, ça va butiner, ça va bourdonner, vous inquiétez pas, ça va être très cool. L'autre gros intérêt quand on fait ça, c'est que ça permet de fertiliser la terre, et puis finalement c'est quelque chose qui permet aussi de maintenir l'humidité, donc c'est également une manière dont on peut optimiser l'eau sur son territoire, donc je ne vais pas me priver. J'ai la chance sur mon territoire d'avoir un point d'eau. Quand je vois point d'eau comme ça, c'est une mare en fait. Et moi, ce n'est pas impossible qu'à un moment je décide d'en faire une piscine naturelle. Enfin, on va voir. En tout cas, ce qui est très chouette, c'est que entre les systèmes de récupération d'eau que je vais commencer à mettre en place et ce point d'eau, ça va me permettre petit à petit de devenir de plus en plus indépendant. Et je trouve ça génial en fait. Pouvoir comme ça travailler à mon indépendance. C'est pour ça qu'on est là. Hein. Je suis là pour vous motiver à investir, pour pouvoir commencer à avoir du rendement et pour pouvoir décorréler votre temps de l'argent que vous gagnez. Mais si vous pouvez aller plus loin que ça, aller beaucoup plus loin que ça. Comment est-ce qu'on fait pour produire de l'énergie? Comment est-ce qu'on fait pour produire sa nourriture? C'est vraiment super. En tout cas, je vous tiendrai au courant de ça. Dès que j'ai des premiers rendements agricoles, je vous dirai, je vous montrerai tout ça, je partagerai ça avec vous. Dès que je découvrirai des choses qui me permettent de rendre ça plus productif, je le partagerai également avec vous, parce que voilà, tout ce qui va nous permettre de devenir plus riche, plus libre, plus indépendant, on en parlera sur cette chaîne. En tout cas, je suis content de la tournure que ça prend. D'un côté, j'ai les dividendes qui tombent, de l'autre côté, j'ai les fruits qui poussent dans le jardin.
Là, en termes de dividendes, c'est pas mal, hein. On a dépassé allègrement la barre des 200 € collectés en mars. Vous voyez, on a récolté 208 € et les dividendes vont continuer d'arriver ici. Je vais les réinvestir pour pouvoir m'acheter des parts d'ETF qui me permettent d'investir passivement sans trop me prendre le chou. Et vous savez que si vous voulez commencer à investir pour sécuriser cette partie, revenu passif, et vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier de Giro, et jusqu'à la fin du mois, en suivant ce lien, vous avez 100 € de frais de courtage qui sont remboursés. Donc vous avez compris, hein, pour les ETF, vous n'avez pas besoin de dépenser d'argent en frais de courtage parce que c'est sans frais. Mais si vous voulez vous constituer des positions dans des actions, vous avez quelque chose comme 1 € de frais quand vous achetez. Donc évidemment, vous en fichez si vous passez des ordres à 2000 €, à 3000 €, etc. C'est complètement indolore. Mais voilà, si vous voulez commencer à vous former des petites positions, 100 € de frais de courtage remboursés, c'est quand même très sympa. Et bien voilà pour cet épisode. Vous pouvez m'aider à grandir, à continuer à vous apporter autant de valeur que je peux. C'est très simple, vous aimez cette vidéo, vous vous abonnez si ce n'est pas fait, et je vous dis à très vite pour de prochains contenus.